Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous informer que j'ai officiellement saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'invalider les candidatures à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect des principes fondamentaux de notre démocratie et vise à dénoncer les graves irrégularités qui entachent le processus électoral. En effet, plusieurs éléments compromettent la légitimité de cette élection. D'une part, l'inapplicabilité juridique de l'article 170 du Code électoral qui rend tous les candidats techniquement inéligibles. D'autre part, l'organisation biaisée du scrutin sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, nommé par le président de la transition, lui-même candidat, et enfin la composition des commissions électorales, largement dominée par les apparatchiks du pouvoir précédent. Face à ces irrégularités manifestes, il est impératif que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités pour garantir une élection conforme aux principes démocratiques et de l'état de droit. Je développerai ces points en détail au cours de cette conférence de presse et je vous présenterai les actions à venir. Mesdames et messieurs, toutefois, ces dispositions posent un problème juridique fondamental, c'est-à-dire l'article 43 de notre Constitution et l'article 170 du Code électoral. Du fait que les parents de tous les candidats retenus à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 sont nés avant l'érection de la nationalité gabonaise, qui est consécutive à la loi constitutionnelle numéro 4/59 du 19 février 1959, promulguant la Constitution de la République gabonaise. Dans les valeurs de la République, la citoyenneté est à l'échelle humaine de l'individu, c'est-à-dire que la seule communauté politique que la nation républicaine reconnaît légalement est la communauté nationale. Individuellement, il est sujet de droit. Collectivement, il fait partie du peuple qui légitime l'État dans le cadre de la nation. De la Constitution, la nationalité est personnellement régie par un droit civil national élaboré dans la tradition française, parce que nous avons hérité de cette tradition, de la Révolution de 1789, et qui a déteint largement sur les autres pays. Seul le national est citoyen, tandis que l'étranger n'a aucun titre à exercer les droits liés à cette qualité. La nationalité est donc la condition nécessaire de la citoyenneté. L'accès à la nationalité française est le point de passage obligé pour l'accès à la citoyenneté. Il y a donc un lien nécessaire entre nationalité et citoyenneté. Depuis la Révolution, le mot citoyen condense en lui deux significations conceptuelles distinctes, mais indissociables. Il désigne le national du pays et le titulaire des droits civiques en tant qu'ils sont une seule et même personne. Mesdames et messieurs, avant la date du 19 février 1959, il n'y a historiquement et juridiquement jamais de République gabonaise. Et de facto, cela concerne la citoyenneté et la nationalité gabonaise. Avant cette date, les ressortissants du Gabon ont connu des statuts successifs en fonction de l'évolution de la situation politico-administrative du territoire marqué par la colonisation française. En effet, dès la signature des deux textes que vous aurez après la conférence de presse, la convention passée entre le roi Denis, chef du clan Asiga, en présence des princes Petit Denis, fils du roi, et d'Olinga, d'une part, et le lieutenant de vaisseau Édouard Boué, capitaine de la Malouine, et M. Brocan, capitaine au long cours, délégué de la Chambre de commerce de Bordeaux, de l'autre, le 9 février 1839, au village dans la case du roi Denis, rive gauche de l'actuel Gabon. Deuxièmement,
Le traité de cession de souveraineté et d'une partie du territoire conclu par le capitaine de corvette Boué avec le roi Louis le 12 mars 1842, l'un des chefs de la rive droite du Gabon. La France a pris progressivement possession des territoires qu'elle érige en colonies sous appellation Gabon, sur lequel vivent plusieurs communautés ethno-linguistiques à partir de modèles sociopolitiques disparates et non constitués en état formel. Par une série de textes réglementaires pris par le président de la République française de l'époque, la colonie est administrée par les militaires. D'abord par le décret du 29 juin 1882 portant création d'un conseil d'administration destiné à être placé auprès du commandant supérieur du Gabon. Puis par le décret du 11 décembre 1888, les territoires du Gabon et du Congo français forment une seule colonie dénommée Congo français, placée sous l'autorité d'un commissaire général qui a sous ses ordres le lieutenant-gouverneur, et vous aurez tous ces documents en annexe. Le Gabon est plus tard détaché par le décret du 14 février 1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendance, et redevenant une colonie à part entière avec une autonomie administrative et financière placée sous l'autorité immédiate d'un lieutenant-gouverneur assisté d'un conseil d'administration. Pendant plus de 3 décennies, le décret du 15 janvier 1910 portant création du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, AEF, font la colonie du Gabon et les autres colonies du Moyen-Congo et de l'Ubangui-Chari-Tchad, y compris le territoire militaire du Tchad, dans l'Afrique équatoriale française. Fédération ayant à sa tête un gouverneur général, désormais un civil français, dépositaire des pouvoirs de la République française dans les colonies ci-dessous énumérées. Le siège du gouvernement général est à Brazzaville. Durant toute cette période, les ressortissants du Gabon, à l'instar des autres colonies françaises d'Afrique, ont le statut d'indigène comme le rappelle le décret du 22 mars 1924, réorganisant la justice indigène en Afrique occidentale française à son article 2 comme suit. Sont indigènes, dans le sens du présent décret, et justiciables des juridictions indigènes les individus originaires des possessions françaises, de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale ne possédant pas la qualité de citoyens français. Et ceux qui sont originaires des pays placés sous mandat, ainsi que des pays étrangers, compris entre ces territoires ou pays limitrophes, qui n'ont pas dans leur pays le statut de nationaux européens. Nous faisons toute cette histoire, vous comprendrez aisément pourquoi, vers la fin de notre propos. Chers compatriotes, en clair, ce sont les non-citoyens ne disposant d'aucune nationalité formelle et sur les actes de naissance des indigènes établis par l'administration coloniale, il est fait mention de la coutume. Par exemple, Banjabi, Bapounou, Fang, mais il n'y avait pas du tout de nationalité. Et non la nationalité des parents du nouveau-né. C'est en 1946 que ce statut prend fin, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Dans un premier temps, par les 3 textes législatifs et réglementaires qui suivent. Décret numéro 45-137, du 22 décembre 1945, en vigueur à partir du 1er janvier 1946, portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la côte française des Somalies, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie, des sanctions ordinaires de l'indigénat. Décret numéro 46-277 du 20 février 1946 portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la côte française des Somalies, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie et dépendance des peines de l'indigénat. Enfin, la loi 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer.
vous comprenez aisément qu'il ne s'agissait pas là des citoyens gabonais, mais des indigènes. Dans un second, le statut des ressortissants des colonies est également modifié avec l'avènement de la Constitution de la 4e République française du 27 octobre 1946, qui institue simultanément l'Union française juridique du Gabon et des autres colonies. Déjà, les colonies deviennent des territoires d'outre-mer, car à son article 85, cette Constitution dispose que la République française est une et indivisible, reconnaît l'existence des collectivités territoriales. Les collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer. Dans ce cadre, le Gabon intègre un grand ensemble, car à l'article 60 de la Constitution, l'Union française est formée d'une part de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et les territoires d'outre-mer, d'autre part les territoires des États associés. Ce changement s'accompagne d'un accès à la citoyenneté et à la nationalité française des indigènes. Comme le dispose l'article 80, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. L'article 81. Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. En définitive, les ressortissants du Gabon acquièrent dès octobre 1946 la nationalité française. La nationalité gabonaise survient seulement avec l'avènement de la République gabonaise le 19 février 1959. Et le préambule de la Constitution y afférente énonce à ce titre que le peuple gabonais, répondant à l'offre faite par la République française dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté d'assurer la liberté et la dignité de l'être humain, d'ordonner la vie comme d'après les principes de la justice sociale, confirme la délibération de l'Assemblée territoriale qui, le 28 novembre 1958, a opté pour le statut d'État membre de la communauté, proclame solennellement son attachement aux principes définis dans le préambule de la dite Constitution et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Complété par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Le peuple gabonais, chers compatriotes, naît donc en ce moment, c'est-à-dire en 1959. Et après l'accession du pays à l'indépendance nationale, tous ceux qui sont nés ou présents sur le sol gabonais acquièrent la nationalité en transcrivant leurs actes de naissance français en actes gabonais à partir de 1959. Ou en se faisant établir des jugements supplétifs ou reconstitutifs. En filigrane, les premiers nés gabonais indiqués sur les actes de naissance avec la mention en tête République gabonaise se comptent après février 1959. Eu égard à tout ce qui précède, l'article 43 de la Constitution du 19 décembre 2024 et l'application stricte de l'article 170 du Code électoral du 22 janvier 2025 rendent tout candidat inéligible. Compte tenu de ce que les parents sont nés avant le 19 février 1959, il y a violation des dispositions constitutionnelles et législatives. Nous sommes donc là pour dénoncer une situation inacceptable qui met en péril la démocratie et l'état de droit au Gabon. 3 éléments majeurs nous conduisent à tirer la sonnette d'alarme. D'une part, l'application aberrante de l'article 170 du Code électoral. D'autre part, l'organisation biaisée du scrutin présidentiel en fait la composition partielle des commissions électorales.
une disposition juridique incohérente et inacceptable. L'article 170 du Code électoral, en son alinéa premier, dispose que sont éligibles à la présidence de la République tout Gabonais de deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être né Gabonais, d'au moins un parent Gabonais, lui-même né Gabonais. Si nous faisons un petit calcul, à partir de 1959, on ne peut pas avoir de candidats éligibles à cette élection. C'est la raison pour laquelle nous avions fait une campagne pour le non objectif. À cause de ces incohérences-là, on avait vu loin, mais personne ne voulait écouter. Et là, nous sommes dans l'impasse. Donc cette disposition, à première vue anodine, conduit en réalité à une impasse juridique et institutionnelle. En effet, le Gabon n'a accédé à l'indépendance que le 17 août 1960. Avant cette date, tous les Gabonais étaient juridiquement considérés comme des ressortissants d'un territoire français d'outre-mer. Ainsi, il est strictement impossible qu'un quelconque candidat aujourd'hui remplisse cette condition, puisque leurs grands-parents ne pouvaient pas, par définition, être nés Gabonais avant 1960. Cela signifie donc qu'aucun des candidats à la présidence n'est éligible, rendant ce scrutin juridiquement nul et sans effet. Nous exigeons donc que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en suspendant immédiatement ou en déclarant les candidats inéligibles, tous autant qu'ils sont, et qu'il convoque des assises souveraines pour revoir soit la Constitution, soit attendre qu'un candidat ait l'âge de la maturité ou de la majorité, c'est selon. Parce que pour ceux qui sont là, je pense que le moins âgé d'entre eux a 50 ans. Et si nous remontons, c'est-à-dire son père ne peut pas être né avant 59, disons en 1959. Or, avant 1959, tous les candidats, disons, tous les Gabonais étaient français. Et je vous ai fait la genèse pour voir la progression de la citoyenneté gabonaise, pour la meilleure compréhension de la saisine de ce matin. Donc, cela signifie donc qu'aucun candidat à la présidence n'est éligible, rendant ce scrutin nul. Donc, une organisation électorale viciée et partiale. Au-delà de cette aberration juridique, nous dénonçons également les conditions d'organisation de cette élection. Comment peut-on prétendre garantir un scrutin libre et transparent alors que le comité d'organisation, le CNOSER, est dirigé par le ministre de l'Intérieur, juge et parti? Vous apprécierez. Un homme nommé par le président de la transition, lui-même candidat à cette élection. Cette situation constitue un conflit d'intérêts flagrant et annihile toute crédibilité du processus électoral. Un ministre de l'Intérieur sous l'autorité directe d'un candidat, c'est du jamais vu. Mais au Gabon, tout est possible. Ne peut en aucun cas être garant de l'impartialité et de la transparence du scrutin. Nous dénonçons cette mascarade et demandons que l'organisation des élections soit confiée à une instance réellement indépendante et impartiale après le rendu de la Cour qui lira le droit et strictement le droit. Donc, une commission électorale sous influence, un autre facteur aggravant est la composition même des commissions électorales. Je pense que vous avez été nombreux à découvrir ces commissions électorales avec ceux-là même pour lesquels le coup d'État était justifié. Donc, on retrouve là-dedans des apparatchiks, je préfère les nommer des apparatchiks du pouvoir, ayant joué un rôle déterminant dans le coup d'État du 30 août 2023. Donc, ces personnes, loin d'être des garants d'un processus démocratique équitable, sont les acteurs politiques dont l'engagement passé trahit une partialité évidente en faveur du régime en place. La présence de ces figures politiques compromet l'intégrité du scrutin et confirme que cette élection est organisée pour perpétuer un système oligarchique au détriment de la volonté populaire. Nous refusons
que le peuple gabonais soit une fois de plus victime de manœuvres politiciennes destinées à fausser l'expression de la souveraineté. Nos exigences. Face à cette situation, nous demandons l'inéligibilité de tous les candidats en raison de l'inapplicabilité de l'article 170 du Code électoral. La mise en place d'une commission souveraine indépendante pour réviser cet article et garantir un cadre électoral conforme à la réalité du pays. La désignation d'un organe neutre et impartial pour organiser les élections, excluant toute influence du pouvoir en place. C'est pour la beauté de la démocratie. Sinon, le contraire serait simplement un passage en force. Quatrièmement, la recomposition des commissions électorales afin d'assurer une représentation équilibrée et réellement démocratique de toutes les forces politiques et de la société civile. Action à mener sur le plan diplomatique et institutionnel. Au-delà de la saisine de la Cour constitutionnelle, nous mettrons en œuvre une série d'actions afin d'alerter les instances nationales et la communauté internationale sur ces dysfonctionnements graves. Ces actions incluent adresser des courriers officiels aux représentants diplomatiques, les ambassades, les organisations internationales, pour leur exposer les violations des principes démocratiques et solliciter leur vigilance et leur soutien dans le cadre de la préservation d'un processus électoral juste et transparent. Saisir la présidence de la République et le Premier ministre, afin de leur rappeler leurs responsabilités dans la garantie d'élections libres et équitables et exiger des mesures correctives immédiates. Interpeller le Parlement et le Conseil économique et social et environnemental pour qu'ils se prononcent officiellement sur ces irrégularités et engagent des actions institutionnelles visant à rétablir la transparence et l'équité du processus électoral. Organiser des rencontres avec la société civile et les partis politiques afin de renforcer une mobilisation citoyenne et politique autour de la nécessité d'une élection crédible et impartiale. Solliciter l'intervention des instances régionales et internationales telles que l'Union africaine, la CEMAC, la CEAC, les Nations unies pour qu'elles exercent, l'Union européenne bien entendu, pour qu'elles exercent des pressions sur les autorités gabonaises afin d'obtenir un processus électoral respectueux des normes démocratiques. Mesdames et messieurs, le peuple gabonais mérite des élections, une élection juste, transparente et démocratique. Nous ne resterons pas silencieux face à cette tentative de confiscation du pouvoir à travers les manipulations juridiques et institutionnelles. Soyez rassurés, nous n'allons pas casser, mais nous allons utiliser la voie diplomatique pour faire entendre notre voix. Nous appelons donc à la responsabilité de la Cour et à la vigilance du peuple souverain. Je vous remercie. Vous avez ici le reçu de ce matin. Je ne peux pas vous le donner, mais c'est l'accusé de réception. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Madame, bonjour, je suis de la rédaction d'Avanco. Alors, au regard de votre discours, une question, c'est effectivement, vous avez dit que la Constitution pose problème. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous avez maintenant, c'est à quelques encablures de l'élection présidentielle que vous déposez un recours sur annulation? Très bonne question. Ça montre que vous ne suivez pas les activités du FCTE. Nous avons voté contre cette constitution. Je ne veux pas revenir sur les détails, mais lorsqu'on se lève pour dire la constitution n'est pas bonne, est-ce qu'il y a encore d'autres méthodes pour le dire? Nous n'avons que nos petites voix pour le dire et nous n'avons pas été entendus. Lorsqu'on a entamé la rédaction du code électoral, nous avons fait des propositions. Nous avons écrit à toute l'administration. Nous avons écrit aux sénateurs, à tous les sénateurs, à tous les parlementaires,
au Premier ministre, au président, au ministre de l'Intérieur, mais nos voix sont restées sans écho. Il n'y a que l'Assemblée qui avait accepté de nous recevoir et nous sommes allés présenter des propositions. Et voilà tout ce qu'on a fait. Et on n'a pas arrêté d'interpeller le gouvernement sur la nécessité de sortir de cette transition par la grande porte. Donc, ne pensez pas que ce n'est qu'aujourd'hui où nous posons un acte citoyen qui est en réalité qui vise la stabilité et la paix au Gabon. Le code électoral est sorti, la nouvelle constitution est sortie. Pourquoi, excusez-moi, à cet instant, pourquoi n'avait pas eu recours dès les quelques jours après Mais on avait fait des propositions pour la rédaction du code électoral. Nous sommes allés défendre ces positions devant l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Marcher? La marche. Ben, pour nous, c'était pas encore
Moi, je ne souhaite pas que ce pays soit la Côte d'Ivoire plutôt. Je souhaite que ce pays respecte les règles du jeu. Parce que nous avons trouvé toutes ces règles-là. Quand vous parcourez ce propos liminaire, vous voyez d'où nous sommes partis. Et je pense que nul n'a intérêt à ce que les choses se passent différemment. Voilà tout. Une autre question? Je vous remercie. Vous avez épuisé les questions.